Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er décembre 2020. Aujourd'hui, je vous lis une lettre qu'a écrit Bukowski tirée de ce livre sur l'écriture, qui est un recueil de lettres qui va du, de 1947, 46, 45 et jusqu'à sa mort. Et c'est sur la censure. Hein? Sur la censure. Quel, quel, quel beau sujet, la censure. C'est mon point de vue là-dessus. Il n'y a qu'une censure de l'État. Bon, l'autocensure, ça c'est des mécanismes propres à ceux qui écrivent ou qui se retiennent de dire un certain nombre de choses. On n'est pas obligé d'avoir des idées sur tout ce qui existe non plus. L'actualité, rien n'est plus rapidement défraîchi que l'actualité, n'est-ce pas? Et aussi, il y a le droit à la liberté d'inexpression. Droit que assez peu de gens se réclament, visiblement. La liberté d'inexpression, c'est juger que non seulement nous n'avons rien à dire sur le sujet, que nous n'avons rien à réfléchir sur le sujet, et que même nos propres réflexions sur le dit sujet nous laissent indifférents. Et que nous n'avons tout simplement, à défaut de ne pas y réfléchir, que nous n'avons tout simplement pas envie, pour des raisons qui nous sont propres, d'en dévoiler le contenu. Alors, vous voyez, ça va très loin. On se donne le droit de ne pas penser et ou penser, mais on se donne également le droit de garder sa pensée pour soi, et même on se donne le droit de rien en faire de cette pensée-là que l'on garde pour soi. Voilà. Beaucoup se réclament de la liberté d'expression, mais il faut avoir quelque chose à dire d'abord. Avoir quelque chose à dire à quelqu'un, n'est-ce pas? Avoir vraiment quelque chose à dire à une vraie personne. 1985. Peut-être je vais commenter, peut-être je vais m'arrêter. Je vais voir. Je vais voir comment bon me semble. 1985. Le livre tiré par la librairie Nijmegen aux Pays-Bas était Erection, Ejaculation, Exhibition and General Tales of Ordinary Madness. Pas besoin de traduire, hein, vous avez très bien compris de quoi il en retourne. À Hans van der Broek, 22 janvier 1985. Merci pour ta lettre m'informant qu'un de mes livres était retiré de la librairie Nijmegen, qu'il était accusé d'être discriminant vis-à-vis des Noirs, des homosexuels et des femmes, et qu'on me reprochait de faire du sadisme gratuit. Les seules choses que j'ai peur de discriminer sont l'humour et la vérité. Si les Noirs et les homosexuels et les femmes sont malmenés dans mes livres, c'est parce que ceux que j'ai rencontrés le méritaient. Il y a toutes sortes de mauvais. Mauvais chiens, mauvaise censure. Il y a même de mauvais mâles blancs. Seulement quand tu écris sur les mauvais mâles blancs, ils ne s'en plaignent pas. Ai-je besoin de préciser qu'il y a de bons noirs, de bons homosexuels et de bonnes femmes? Dans mon travail en tant qu'écrivain, je me contente de photographier, avec des mots, ce que je vois. Si je parle de sadisme, c'est parce que ça existe. Je ne l'ai pas inventé. Et si un acte effroyable est commis dans mon livre, c'est parce que de telles choses peuvent arriver dans nos vies. Je ne suis pas du côté du diable si tant est que le diable existe. Dans mes livres, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se produit. Pas plus que je me roule dans la boue pour le plaisir. Aussi, il est curieux que les gens qui s'insurgent contre mon travail s'embaummettent les passages qui comportent de la joie, de l'amour, de l'espoir, et de tels passages existent. Mes journées, mes années, ma vie entière ont connu des hauts et des bas, la lumière et les ténèbres. Si j'écrivais seulement et continuellement sur la lumière, et ne mentionnais jamais le reste,
Alors, en tant qu'artiste, je serais un menteur. La censure est l'outil de ceux qui éprouvent le besoin de passer certaines réalités sous silence. Leur crainte vient seulement de leur incapacité à regarder la réalité en face. Et je ne peux même pas déverser la moindre colère sur eux. J'éprouve seulement une immense tristesse. Il faut croire d'une certaine façon que leur éducation les a complètement soustraits des faits de notre existence. On leur a seulement enseigné à raisonner d'une façon alors qu'il en existe beaucoup d'autres. Je ne suis pas consterné qu'un de mes livres ait été pris pour cible et délogé d'une étagère d'une librairie locale. En un sens, je suis honoré d'avoir écrit quelque chose ayant sorti ces gens de leur coma. Mais je suis blessé, oui, comme à chaque fois que le livre de quelqu'un d'autre est censuré. Et ce ne sont pas forcément de grands livres, car rares sont ceux-là. Je sais juste qu'au fil des siècles, ce type de livre a souvent généré un classique, et ce qui fut autrefois immoral et choquant est maintenant inscrit au programme de lecture obligatoire de nos universités. Je ne dis pas que mon livre est de ceux-là, mais je dis qu'à notre époque, à l'heure où la plupart d'entre nous vivent peut-être leur dernier instant, c'est foutrement irritant et infiniment triste que nous ayons toujours parmi nous les petits, les gens aigris, les chasseurs de sorcières et les contestataires de réalité. Pourtant, ces gens sont dans le même bateau que nous, ils font partie d'un tout, et si je n'ai pas écrit sur eux, je le devrais, c'est peut-être ce que je viens de faire d'ailleurs, et ça suffit. Puissons-nous tous devenir meilleurs. Plus loin, il écrit à A.D. Vinance le 22 février 1985. Sur le fait de plaquer ton job à 50 ans, je ne sais pas quoi dire. Il fallait que je plaque le mien. Mon corps entier morflait. Je ne pouvais même plus lever mes bras. Si quelqu'un me touchait, ce simple contact m'envoyait des vagues et des charges d'agonie. J'étais fini. Il s'était acharné sur mon corps et mon esprit pendant des décennies, et je n'avais pas un centime. Il fallait que je me noie dans l'alcool pour effacer de mon esprit ce qui se passait. J'en étais arrivé à la conclusion qu'une vie de clochard serait préférable. Je le pense vraiment. Il fallait vraiment que ça se termine. Mon dernier jour au boulot, un type a glissé une remarque sur mon passage. Ce vieux a vraiment des couilles pour démissionner à son âge. Je me rendais même pas compte de mon âge. Les années s'étaient juste empilées jusqu'à former un tas de merde. Ouais, j'avais peur. J'avais peur de ne jamais pouvoir m'en sortir. En tant qu'écrivain, niveau thune, le loyer, la pension alimentaire. La bouffe n'était pas un problème. Il suffisait que je boive et m'installe à la machine. Et écrit mon premier roman, Post-Office, en 19 nuits. J'ai sifflé de la bière et du scotch assis en caleçon. J'ai écouté la radio et fumé des cigarettes bon marché. J'ai écrit des histoires cochonnes pour les magazines porno. Ça m'a permis de payer le loyer et donner aussi l'occasion aux esprits douillets et frileux de dire « ils détestent les femmes ». Mes déclarations de revenus pour ces premières années attestent des sommes ridiculement petites que j'ai gagnées, mais enfin j'existais. Les lectures de poésie sont arrivées et je les haïssais. Mais ça faisait plus de dollars. C'était une époque sauvage, plongée dans un brouillard d'alcool. J'ai eu de la chance d'en sortir. Et j'ai écrit. J'aimais les déflagrations de la machine à écrire. C'est pour elle que je me battais chaque jour. Et j'ai encore eu la chance, en héritant, d'une chouette coupe de proprios. Ils pensaient que j'étais fou. Je descendais les voir un jour sur deux pour boire des coups. Ils n'avaient rien d'autre dans leur réfrigérateur que des bouteilles
des side beers. On les descendait litre par litre, les unes après les autres, jusqu'à 4 heures du matin, en braillant des chansons des années 20 et 30. Tu es cinglé, ne cessait de me dire ma proprio. Tu lâches ce bon boulot à la poste. Et maintenant tu sors avec cette femme hystérique, tu sais qu'elle est folle, pas vrai? Voilà ce que me disait ma proprio. En plus de ça, je touchais 10 $ par semaine pour écrire cette chronique. Note of a dirty old man. Et je veux dire, ces 10 $ parfois me sauvaient la vie. Je sais pas, Adé. Je sais vraiment pas comment je m'en suis sorti. La boisson a toujours aidé et ça continue. Et surtout, j'aimais le son de la machine à écrire. Parfois, je me dis que c'était la seule chose que je voulais, le son de la machine à écrire. Et une bouteille à portée de main, de la bière avec du scotch à côté de la machine. Et retrouver des bouts de cigares, de vieux cigares, les allumer ivre-mort et me brûler le nez. Ce que je voulais, c'était pas tellement essayer d'être un écrivain. L'idée surtout de trouver quelque chose qui me fasse du bien. La chance a monté graduellement et j'ai continué à écrire. Les femmes sont devenues plus jeunes et plus exigeantes. Et certains écrivains ont commencé à me détester. C'est qu'ils continuent à faire seulement davantage. C'est pas grave. L'important, c'est que je suis pas mort sur ce tabouret du tri postal. La sécurité de quoi? Petit dernier passage. Le livre, vous avez compris, c'est une... peut-être que demain, je vais vous parler de comment les écrivains, Céline, entre autres, lui a permis de tenir le coup. Alors, c'est ça aussi, Bukowski. Il nous parle des écrivains qui lui ont permis de continuer à exister, continuer à vivre. Et dans cette période, je ne sais même plus si on peut appeler ça du politiquement correct, parce que les mots me manquent, vous voyez. Il est bon d'avoir recours à nos écrivains, les écrivains qui sont allés là au front. Bukowski, assurément, en est un. L'école de la désinvolture, l'école de la belle indifférence. Mais je ne vais pas finir ma vidéo comme ça, en vous laissant en plan, mais je vais vous raconter une petite histoire. Hein? Toujours la fin qui est la plus intéressante. Si vous avez enfin, si vous avez passé le cap des 2 minutes 55, quand il évoque ici qu'il il a écrit des histoires cochonnes dans des magazines porno. Eh bien, moi, j'ai pas fait ça. Mais j'ai une histoire que j'ai vécue comme libraire, je vais vous la raconter. Il y a quelqu'un dans mon entourage, de la librairie, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années de ça, quand j'étais à Côte-des-Neiges, qui lui écrivait des histoires pour des magazines porno. Des histoires... il y avait pas mal d'imagination, il y avait une assez bonne plume, cet individu-là. Et il se tournait vers moi parfois pour que je lui raconte des histoires. Et j'en avais raconté une qui avait en tout cas retenu son attention, une histoire de libraire. Hein? Parce que les libraires, pour faire une petite parenthèse ici, on n'a jamais été... cette période pandémique, en tout cas, nous révèle. Hein? On n'a jamais autant parlé de librairie que dans les 6 derniers mois. Bon, il y a l'affaire Legault, là, que vous avez suivi hier. La liste de Legault, la liste retirée. Bon, en tout cas, j'en dirai pas davantage là-dessus. Mais la figure du libraire, assurément, le métier de libraire, l'espace librairie. Peut-être parce que tout est fermé, remarquez, hein, tout est fermé, les salles de théâtre, les salles de cinéma, les restaurants, tout est fermé. Alors, il ne reste plus que nous affrontant la catastrophe sanitaire. Alors, je vous raconte l'histoire. Hein? Trêve de bavardage. Il y a plusieurs années, donc, je fais des achats à domicile. Vous savez, je fais des achats à domicile, et c'est là aussi que tous les libraires d'occasion et d'anciens s'alimentent. Les grandes bibliothèques, les gens n'arrivent pas ici à la librairie avec des bibliothèques de plusieurs milliers de volumes.
on doit se déplacer et souvent, c'est là aussi qu'on fait les meilleures affaires, c'est là qu'on fait les plus belles trouvailles. Et je dois vous confier que plus j'avance dans le métier, euh, les gens sont étonnés qu'on les paye aussi. Et je pense même que si je leur demandais de l'argent pour les libérer de leurs livres, je pense même qu'on sentirait peut-être à allonger quelques billets. Mais j'ai quand même une éthique, alors je paye et je pense payer très convenablement parce qu'il faut aussi dire quand on fait un achat à domicile, c'est beaucoup de travail, euh, c'est beaucoup de manutention et les gens veulent qu'on fasse place nette, n'est-ce pas? Ils veulent pas qu'on choisisse, ils veulent qu'on prenne tout, qu'on s'occupe de tout. Alors, et après ça, comme je leur dis souvent en boutade, je m'amène du travail à la maison. Le camion est rempli de cartons de livres, je m'amène du travail à la maison. C'est autre chose que son attaché-caisse, là. Alors donc, il y a plusieurs années, je vais prendre le micro, venez. On va voir quel effet que ça fait. Je reçois un coup de téléphone d'une dame, au nom assez étonnant. Un patronyme, en tout cas, très, très étonnant. Et je me déplace, et assez loin dans l'ouest de l'île, et je suis à la porte. Et la dame m'ouvre en peignoir. Elle est dotée d'une forte poitrine dont on voit apparaître le début des mamelons, le début des tétines qu'elle a d'un brun foncé. Vous imaginez bien le mâle que je suis, mais une dame un peu plus âgée que moi. Je suis resté assez stupéfait. Mais je ne suis pas Bukowski, alors je n'ai rien laissé paraître. Elle me fait rentrer dans le vestibule. Et là, qui débouche sur un salon. Et qui n'a pas dans le salon? Son mari, qui est en train de lire le journal. Alors j'ai commencé. Déjà, j'étais étonné, mais là, à l'étonnement a succédé l'inquiétude. Et le mari, me voyant arriver, me salue d'un hochement de tête. Bonjour monsieur, me répond à peine. Et là, il se lève, dépose son journal. Il me dit, moi, je m'en vais faire des courses. Là, le niveau d'inquiétude s'est mis à monter. Et il part. Et là, il y avait quelques livres. Il y avait vraiment... j'étais un peu mécontent aussi, troublé, mécontent, abasourdi, parce qu'il y avait moins de livres que ce que la dame avait annoncé au téléphone. Et je fais une sélection de livres. Et là, elle me dit, il y en a d'autres en haut, dans la chambre à coucher. Oh là, je suis redevenu inquiet. J'ai oublié de mentionner que cet étonnant couple avait un minuscule petit caniche qui me tournait autour également. Et là, la dame dit, il y a d'autres livres en haut dans la chambre à coucher. Et je monte les marches d'escalier, elle me précède et elle se retourne et elle s'adresse à son petit chien et elle lui dit, ah, c'est drôle, maman fait monter un autre homme dans la chambre à coucher que papa. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Bukowski ou Henri Miller, deux de mes écrivains préférés. Sans doute l'histoire aurait pris. Mais je vous dis, il ne s'est rien passé. La chute, il n'y a pas de chute dans mon histoire. Et là, finalement, il y avait quelques livres. Et je les ai achetés. J'ai acheté ceux que je jugeais bons. Parce que là, il ne fallait pas faire place nette, simplement. C'était une sélection. Et voilà, je suis reparti avec mon carton de livres. Et cette histoire-là, que je vous raconte, ce type qui fréquentait ma librairie, lui, en fait, ça c'était le préambule à son texte, parce qu'après, ouf, et là, c'est un libraire lubrique et non pas un libraire vertueux comme je le suis, qui, vous imaginez la scène, alors là, et là, pour
l'anecdote de l'histoire. Peut-être je sais pas où je l'ai mis, cette brochure-là, qui était en vente dans les dépanneurs, en vente un peu partout. T'as bien payé pour ça, étonnamment. Écrit dans un français très, très correct. Euh, il avait eu l'humour de l'appeler Bruno. Alors, le libraire, les aventures du libraire Bruno. Moi, je vous ai offert la version réelle, mais soft. Euh, lui, 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 il a brodé et il a créé une œuvre de fiction à partir d'une histoire vraie. Alors, je ne pensais pas vous raconter ça aujourd'hui, mais je voulais garder votre attention. Alors, voyez Bukowski. Voilà, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des mauvais homosexuels, qu'il y a des mauvais... Déjà, en 85, il y a déjà 35 ans, le politiquement correct était tout à fait là. Hein? Euh, je pense que le religieux, le métaphysique en tout cas, il se loge à l'enseigne de la littérature aujourd'hui. Oui, ne pas voir la vérité en face. Ne pas aller creuser ce qui fait mal. Euh, et puis, en plus, ce qui est absurde, c'est qu'au fond, tout le monde sait tout sur tout. Hein. On est comme des poissons rouges dans un bocal. On, on navigue à côté des uns des autres. On voit celui qui est caché derrière une roche. Il pense que personne ne le voit, mais tout le monde le voit. Tout le monde voit la roche. Tout le monde voit le poisson rouge qui ouvre sa bouche comme ça. Et tout le monde s'imagine que tout le monde a des secrets. Et en fait, personne n'a des secrets pour personne. C'est ça la vérité. Mais on écoute les bonimenteurs, on écoute les gens qui nous disent comment les choses doivent être faites, Et c'est pour ça, là, je vais une dernière remarque. Toute petite dernière remarque. Sans trop élaborer sur ce qui s'est passé hier avec la fameuse liste de Legault, le premier ministre du Québec, qui a vu sa liste d'auteurs retirée d'un site, d'une organisation qui fait la promotion des librairies dites indépendantes. Euh, c'est que tout le milieu intellectuel est largement composé de gens qui sont allés à l'école très longtemps. Certains d'entre eux ont commencé à aller à l'école comme tout le monde à l'âge de 5 ans, premier de classe à l'âge de 5 ans, premier de classe à l'âge de 10 ans, premier de classe euh, à l'âge de 15 ans, premier de classe à l'âge de 20 ans, et certains d'entre eux grimpent les échelons de l'institution universitaire, une maîtrise, un doctorat. Et certains d'entre eux auront passé 60 ans de leur vie à l'école et ont toujours été des premiers de classe. Alors, dans leur esprit de premier de classe, eh bien, toute la société est une école à réformer. Toute la société au complet doit aller à l'école. Et ils saisissent mal que, pour la plupart des gens, l'école est un passage obligé, parfois agréable, parfois qui ne l'est pas, mais que la vie commence après l'école, que l'existence réelle commence après l'école. Alors, tant et si bien qu'on a affaire à des gens qui sont des premiers de classe en permanence, qui, pour finir, n'ont plus de contact avec la réalité. Et qui voient tout à travers une grille de premier de classe, sans imaginer qu'au fond, les gens n'ont pas envie qu'on leur explique les choses de la vie. La vie est difficile pour tout le monde, elle est tout le temps difficile pour tout le monde. Et là, que tout à coup, il faut faire l'éducation, on est toujours dans l'éducation. Mais ça, c'est pour des gens qui n'ont jamais quitté l'école. L'école les a capturés tout entiers et parfois ils se retrouvent à l'âge de la retraite, ils sont tout étonnés. Ben oui, ils sont tout étonnés, ils se retrouvent à l'air libre, ils n'ont jamais quitté cette enceinte-là de l'école. Et
sont meurtris, et fonctionnent avec des vieux schémas. Alors c'est pour ça qu'un Bukowski, dans les temps dans lesquels nous sommes, parce qu'on en... Et c'est dur, hein? C'est dur aussi, là. Je n'allez pas croire faire une maîtrise, faire un doctorat, parce que, bon, le bac, ça compte pas, là. C'est comme la récréation. Faire une maîtrise, faire un doctorat, faire un postdoc, c'est très, très difficile, c'est très exigeant. Il y a, le chemin pour y arriver, il y a des jeux d'alliance, il y a des professeurs qui vont te soutenir, d'autres ne te soutiendront pas. Il y en a qui se préparent à faire de toi leurs sbires jusqu'à la fin de leur carrière. Il y en a qui se préparent même à ce que tu écrives leurs livres à leur place, sans compter les attirances sexuelles, sans compter... Ah, je veux dire, faut être sacrément doué pour pouvoir se faufiler à travers tout ça. Et c'est un milieu qui est en vase clos. Alors, c'est ça qui est étonnant. Alors, on retourne à Bukowski. Vous avez vu ce qu'il a dit, Bukowski. Il ne faut pas s'empêcher de dire ce qu'on pense. Il ne faut pas s'empêcher d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Et puis on n'est pas obligé d'écrire non plus. Puis on n'est même pas obligé de penser. Je pense en avoir fait une fois de plus la démonstration aujourd'hui dans ma vidéo du jour. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite? Non, vous ne la connaissez pas, la suite, au fait. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez les écouter, si le cœur vous en dit. Ne pas les écouter, même pas vous abonner aussi. Par contre, je vous invite quand même à venir nous visiter à l'atelier librairie, le Livre Voyageur, sur la rue Bélanger, dans le quartier Villeray à Montréal. Et je me démène pour offrir de bons livres aux gens qui fréquentent mon église. Je vous remercie. Portez-vous bien.